BFM Business. Midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. On va parler de commerce extérieur au lendemain de cette méga commande d'Airbus, plus 50 milliards évidemment répartis sur plusieurs années, mais quand même ça fait du bien. Et pourtant, les chiffres sont plutôt mauvais. Les chiffres du mois de septembre sont parus il y a quelques jours. Ils sont très négatifs. Ça fait moins 50 milliards en tous les cas depuis le début de l'année. On va en parler avec Nicolas Forissier, député de l'Indre. Il était rapporteur général justement à la Commission des finances de l'Assemblée nationale sur le commerce extérieur. Nicolas Forissier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes venu avec votre petit livre bleu. Je vous ai fait un petit cadeau. Avec votre, je vous remercie, un cadeau assez négatif et vous direz pourquoi le constat. Et puis avec vous, Alain Batéja, qui lui est le président du Comité national des conseillers du commerce extérieur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va rappeler rapidement que le Comité national des conseillers du commerce extérieur, ça fait beaucoup de C. En tout cas, c'est 440 personnes, à peu près 440 conseillers. C'est 4000, pardon. 4200 bénévoles, les dirigeants d'entreprises qui, partout dans le monde, on est présents dans 140 pays, partagent leur expérience de l'international avec les pouvoirs publics pour les conseiller en matière de commerce extérieur et puis avec les autres entreprises qui souhaitent se développer à l'international. Oui, et puis justement, votre prédécesseur Bruno Durieux était souvent venu ici nous expliquer les avantages et les inconvénients justement du commerce extérieur. Alors, Nicolas Forissier, peut-être que je commence par vous, puisque l'actualité c'est vous venez de remettre ce rapport. Qu'est-ce que... en une phrase, s'il fallait, est-ce qu'on fait la catastrophe? Est-ce qu'on fait des choses? Qu'est-ce qui se passe? On pourrait être super bon et on se remue pas, ou en tout cas on ne remet pas en ordre le dispositif public d'appui, les moyens budgétaires. Il n'y a pas de mobilisation nationale et c'est ce que j'appelle le gouvernement à faire. Moi je dis chiche, le président de la République, le gouvernement dit il faut qu'on transforme, qu'on développe les entreprises, qu'on rétablisse avec plus d'ETI, plus de souplesse, plus de dynamisme l'économie française. Je dis chiche, mais à ce moment-là, il faut le faire sur le commerce extérieur. Il y a urgence parce que on est une situation catastrophique. Enfin, le déficit commercial de la France l'année dernière, c'était 48,1 milliards d'euros. Notre principal partenaire et concurrent, l'Allemagne, faisait à la même date 256 milliards d'excédents. Ça se dégrade depuis 20 ans. On a en gros 10 000 entreprises exportatrices de moins aujourd'hui qu'en l'an 2000. Enfin bon, donc moi je dis stop, il faut faire le boulot. On sait ce qu'il faut faire. Je suis sûr que je partagerai beaucoup de choses avec Monsieur Batéja. Il faut qu'il y ait un signe fort de la part du gouvernement. C'est ce que je demande. C'est pas agressif, c'est vraiment par passion et par conviction que je demande. Alors on va expliquer deux choses. D'abord, c'est qu'il n'y a pas de ministre du commerce extérieur. Oui. Justement, c'est rapporté au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et à son secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, qui justement sur Twitter a dit tiens, j'ai vu vous recevez Nicolas Forissier, mais non, on fait des choses, il se passe des choses. Donc on va dire Jean-Baptiste Lemoyne, qui vient souvent ici à ce micro, on va essayer de trouver des solutions. Mais c'est un débat vieux comme le monde, hein. C'est un débat, enfin, sauf que c'est la première fois. De la France, C'est la première fois depuis des décennies que la mention de commerce extérieur, internationalisation des entreprises, n'est pas clairement explicitée dans l'organigramme du gouvernement. Oui, mais ça change rien. Ça change rien. On est bien d'accord. Ouais. C'est très symbolique, ça. Oui. Je pense que Jean-Baptiste Lemoyne est quelqu'un de tout à fait. Non, mais au-delà de lui, je veux dire, ça change rien dans le sens où le déficit, le déficit français à commerce extérieur, c'est depuis combien de temps? Mais ça fait depuis l'an 2000 que ça se dégrade en permanence tous les ans et qu'on continue à couper les crédits. Je dis stop, il faut se mobiliser, ça devrait être une priorité nationale. Et quelque part, si Jean-Baptiste pouvait monter en grade, je dirais bravo. Oui, non mais au-delà de lui, bien sûr. Alain Batéja, qu'est-ce que vous, le constat? Qu'est-ce qui remonte du terrain? Qu'est-ce que vous arrivez à faire? Bon, le constat, c'est le même, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de très belles commandes comme celle que vous avez mentionnée avec les Airbus. Mais en dehors de ça, on voit que... On peut faire cocorico, parce que là, c'est très bien, la commande la plus grande jamais réalisée dans l'histoire de l'aéronautique. C'est une excellente... C'est ce que me disait Fabrice Brégier hier soir. C'est une excellente nouvelle, incontestablement, et qui va en plus, dont les effets vont se produire sur plusieurs années, comme vous l'avez mentionné. Mais il n'en reste pas moins que les chiffres eux-mêmes du commerce de fond, je dirais, du commerce courant de la France sont mauvais depuis le début des années 2000. Mais il n'y a pas de fatalité non plus, puisque entre 1993 et 2000, nous avons été, on l'a oublié, un excédent du commerce extérieur. Oui. Donc il n'y a pas de fatalité et il faut mobiliser toutes les énergies. Il n'y a pas de solution miracle qui va régler le problème en une seule mesure, je dirais. Mais il faut continuer à travailler pour la compétitivité des entreprises, parce qu'évidemment, le commerce extérieur, ce sont des entreprises qui le font, donc il faut améliorer la compétitivité. Et il faut aussi, certainement, parce que la grande différence par rapport à l'Allemagne que vous mentionniez, c'est quand même l'industrie.
Les produits industriels ont une place très importante dans la balance commerciale. Aujourd'hui, l'industrie représente 11% du PIB français, en baisse constante et à peu près d'ailleurs parallèle à la baisse des parts de marché de la France à l'export. L'industrie, c'est plus de 20% du PIB allemand, qui lui-même est pratiquement une fois et demie le PIB français. Donc on peut comprendre que la taille de la puissance industrielle joue un rôle extrêmement important dans le commerce extérieur. Donc il faut travailler là-dessus. Et puis aussi, il faut travailler sur toute la couche qu'on appelle le dispositif d'appui au commerce extérieur, toutes les aides qui sont mises en place, qu'il faut simplifier, améliorer, rendre plus performants. On va revenir sur ce qu'on appelle dispositif public. On va revenir là-dessus. Juste une petite photographie quand même du commerce extérieur français. J'ai envie de dire, si on s'est un peu endormi, c'est que c'était assez simple. Le commerce extérieur français, ça reportait essentiellement sur Airbus, sur l'industrie automobile, sur quelques grands secteurs, et absolument pas sur les PME. Je pense qu'il y a un problème culturel en France. Oui. On est un trop, pour résumer, c'est un peu schématique, mais on est un trop beau pays où il fait bon vivre, et pendant des années, on se dit que c'était pas tellement la peine d'aller trop à l'international, malgré le fait qu'il y a des Français et des Françaises qui font ça avec passion depuis des années. Aujourd'hui, on est en train de se réveiller en se disant non, la vraie croissance, on va aller la trouver sur les marchés extérieurs. Et c'est pas facile pour une PME d'aller conquérir des marchés à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a besoin d'un dispositif d'appui, public, privé. En tout cas, on a besoin que ce dispositif, on va peut-être y venir, soit clarifié, lisible, extrêmement simple et performant. Mais moi, je veux juste souligner que, avant de faire cette réforme-là, que j'appelle de mes voeux, il faut quand même que le gouvernement donne, dans les semaines et les mois qui viennent, un signe très fort. Et j'aurais bien aimé qu'au moins on dise, on arrête de faire des coups de rabot sur le budget à 2 millions ci, 2 millions ça, qui fait que les organismes tels qu'ils existent aujourd'hui ne peuvent pratiquement plus fonctionner normalement. En tout cas, ils sont... Alors, Pascal Cagny vient d'être nommé le patron d'Ubifrance. Pas Ubifrance, ça c'était président. Non, le président. Mais en l'occurrence, c'était vous, Ubifrance. Maintenant, ça s'appelle Business France. C'est quelqu'un qui justement connaît bien l'univers. Alors moi, l'industrie connaît bien l'univers du digital. Ici, on le connaît bien, mais évidemment, ça a été un des personnages clés d'Apple. Il est investisseur. Ça donne une bonne image de la France. Que c'est bien. Est-ce qu'il faut lui donner plus de moyens? C'est l'ex-ambassadeur d'Australie justement voilà, qui maintenant est nommé directeur général. Christophe Lecourtier, directeur général auprès du président Cagny. Je dis, c'est très bien. Je sais qu'ils font un travail en partenariat avec les autres organismes pour proposer ou faire une synthèse finalement des réformes qu'au fond on a réfléchi depuis des années. Moi j'avais fait un rapport en 96 très modestement et on me dit que c'est à peu près toujours valable. Donc il va peut-être falloir passer aux actes. C'est la seule chose que je dis. Ça veut dire, Alain Batéjac le sait très bien, au fond il faut que le patron de PME qui décide d'y aller parce que c'est là qu'il va retrouver sa croissance et que peut-être un jour il pourra devenir effectivement une ETI, il est un point d'entrée unique avec un paysage simple. Aujourd'hui, il est obligé de se demander où il doit aller à chaque étape, et ça, c'est plus possible. Alors, je me tourne vers vous, Alain Batéjac, ça a quand même beaucoup simplifié, non? Après Clara Gamard, Meryl Pénicaud, maintenant il y a une porte unique, un guichet unique. Non, on n'y est pas encore là. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Récemment, la création du Business France, comme mentionné Nicolas Forissier, déjà, c'est le regroupement de 2 organismes préexistants. Ensuite, on en a rajouté un troisième, enfin une partie d'un troisième, Sopexa. Donc, je pense qu'il y a des progrès qui ont été faits, et c'est une bonne chose. Il y a eu des progrès aussi qui ont été faits avec le transfert de ce qu'on appelait autrefois les garanties COFAS sur BPI France. Donc ça fait un seul interlocuteur au niveau, je dirais, financier pour les entreprises. Donc tout ça va dans le bon sens. Mais je suis tout à fait d'accord avec Nicolas Forissier sur le point. Il faut maintenant aller plus loin. Parce qu'on s'est arrêté quand même un peu en chemin. Signer des accords de collaboration, des conventions, c'est très bien entre les acteurs, mais c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Et maintenant, je pense qu'il y a une opportunité, parce qu'il y a un nouvel élan, il y a un nouveau message positif qui est passé globalement au niveau international par la France. Et je pense que les autorités politiques sont en train de réfléchir à une organisation, apparemment, à une amélioration du système. Et je pense que vraiment, maintenant, il faut transformer l'essai. C'est-à-dire qu'il faut le faire. Et il ne faut pas faire, à mon avis, une demi-réforme. Il faut faire une vraie réforme. Alors, vraie réforme, ça porte sur quoi, Nicolas Forissier? Assez clairement, c'est un système un peu compliqué, mais en gros, au niveau des régions, ce sont les conseils régionaux qui ont la compétence économique et qui sont en train de travailler à mettre en place des partenariats avec le réseau consulaire. Moi, je pense que le patron de PME dans sa région, il doit avoir une seule porte d'entrée via le réseau consulaire. Et après, on va organiser au bon moment les bons rendez-vous ou mettre en place les bons outils qui correspondent à la bonne période de son développement à l'international. C'est pas à lui de le chercher, le patron des PME. C'est au reste des réseaux de Business France, des conseillers du commerce extérieur qui vont conseiller, etc., de faire ce travail. Donc, un point d'entrée dans les régions avec un cahier des charges et un contrôle des conseils régionaux dont c'est la compétence, s'appuyant sur les chefs d'entreprise des chambres de commerce et sur les marchés
De l'autre côté, quand on est à l'étranger, eh ben c'est pareil, il faut faire de la subsidiarité. Je pense que Business France va proposer, en tout cas je soutiendrai cette idée, que ce soit plus forcément Business France qui fasse le travail d'accompagnement sur les marchés, parce que quand il y a une chambre de commerce française à l'étranger qui fonctionne bien, eh ben il n'y a pas de raison qu'on fasse des doublons, et donc c'est à cette chambre de le faire. Oui, mais c'est là où il y a un petit peu quand même les deux, enfin je sais pas ce qu'on pense à l'ambassadeur, mais c'est justement il y a un moment il y avait les chambres de commerce et on se retrouvait en Chine par exemple, à des salons où vous aviez plusieurs chaînes, plusieurs chambres, plus Ubifrance, et tout ça c'était un peu une gabegie de moyens, non? Je vais laisser à l'ambassadeur, mais juste pour dire, il faut simplifier tout ça. Il faut que le chef d'entreprise, il soit pas avec 200 ou 300 interlocuteurs, j'exagère un peu, mais avec, au fond, un schéma simple. Et au fond, Business France va être le régulateur, le stratège, va garder certains métiers comme les opérations collectives de salon ou les volontaires à l'international, mais doit ensuite agir en subsidiarité en s'appuyant sur les chefs d'entreprise des réseaux qui existent. Mais je vous laisse le dire parce que je suis sûr que c'est ce que vous pensez. Tout à fait. Donc je prends le pari. Où est-ce que vous articulez, vous, justement? Alors nous sommes des bénévoles, si vous voulez, donc nous sommes là pour collaborer avec tout le monde et nous collaborons volontiers avec les chambres de commerce ou Business France, simplement ce que nous apportons en plus de leurs prestations, qui sont des prestations d'études de marché, d'organisation de salons, par exemple, de visites B2B, nous leur disons, faites rencontrer aux entreprises que vous accompagnez, faites-les rencontrer des conseillers du commerce extérieur qui sont souvent présents dans un pays depuis 10 ans, 20 ans, qui ont l'expérience de terrain. Ça va donner à l'entrepreneur qui vient sur place une vision réellement de la réalité du business. Des conseils lui seront donnés, il en tient compte ou il n'en tient pas compte, mais en tout cas, il aura peut-être aussi des mises en contact, des relations à établir, qui peuvent s'établir. Donc je pense que nous, on est là pour collaborer au système et pour, en quelque sorte, en faciliter le bon fonctionnement. Et je pense que de ce point de vue-là, il faut vraiment le simplifier. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises se disent il y a un point d'entrée unique en région et il y a aussi un point d'entrée unique dans les pays. Ça, je crois que c'est fondamental. Et même, à la limite, il y a un point d'entrée unique à Paris, au niveau central, ça serait encore mieux. Donc, vous dépendez de qui, vous? Nous, on est, si vous voulez, on est totalement indépendant. On n'est pas subventionné. On fonctionne sur nos cotisations. Et donc, on travaille en liaison étroite avec les deux ministères, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Parce qu'au départ, vous dépendiez de Bercy. On dépendait totalement de Bercy. D'ailleurs, on est encore géré, si on peut dire. C'est pour ça que je vous pose la question un petit peu mais on a les deux. Alors, j'aime pas les mots tutelle, parce que nous, on n'a pas de tutelle. On n'est pas des fonctionnaires, si vous voulez. Mais on a les deux interlocuteurs et ça se passe bien, je dirais, de ce point de vue-là. Quand on regarde, Nicolas Forissier, la composition de notre commerce extérieur, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, justement? Grande entreprise, petite entreprise, secteur... C'est simple, 40% de nos exportations sont réalisées par les 100 premiers exportateurs. Il y a des grands groupes. C'est très concentré. C'est très concentré. Oui, c'est ça, très concentré. Oui. On a perdu ces dernières années des primo-exportateurs. On est en train d'en regagner un peu. Je veux dire, tout n'est pas négatif. Et je pense que le travail qui a été fait ces dernières années, il faut reconnaître à M. Fabius d'avoir un peu mouillé la chemise en réunissant la compétence commerciale. C'était difficile, parce qu'il y a eu des réticences, évidemment. C'était une étape importante. Et faire une diplomatie économique. Voilà. Donc moi, je veux dire, on ne fait pas de politique dans cette affaire. On se bat pour la France. Et je dis que c'était bien, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Mais donc, on a un commerce extérieur très concentré. On a quand même perdu en nombre d'exportateurs. On a perdu entre 7 et 10 000 entreprises au total. Et c'est ce que disait Alain Bentajac. C'est sans doute lié aussi à notre problème de compétitivité. Ce que je veux juste dire au fond, c'est que le fondamental, ce qu'a rappelé Bruno Le Maire, et je suis d'accord avec lui ce matin en séance à l'Assemblée, c'est évidemment la compétitivité de nos entreprises. Et donc ça veut dire des réformes structurelles sur les coûts, sur le coût du travail, etc., etc. Tout le monde le sait. Mais ça ne doit pas nous exonérer de faire en sorte que le dispositif d'appui à ce métier très difficile qu'est celui du métier d'exportateur pour une PME, eh bien que ce dispositif soit vraiment dynamisé et réorganisé et simplifié et conforté, je le redis encore une fois, sur le plan budgétaire, parce qu'on ne fait rien sans argent. Mais pour ça, il faut que ce soit une priorité nationale. Ouais. Attention, vous avez parlé de Bruno Le Maire, vous allez être exclu des Républicains de Nicolas Forissier, puisque vous êtes député LR de Dax. Je suis extrêmement libre, je ne dois rien à personne. Je suis fidèle à ma famille politique, mais je veux d'abord me battre pour mon pays. Oui. Est-ce que vous, si vous avez l'action au-delà de la structuration d'Ubifrance, de Business France, décidément, c'est vous qui m'avez remis Ubifrance dans la tête, d'avoir un guichet unique. C'était l'ancien monde. Voilà, c'était l'ancien monde. Est-ce que vous avez peut-être des mesures ou des mesures à préconiser? Parce que l'image de la France, elle a quand même beaucoup changé avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Lorsqu'on voit le retentissement de son élection au niveau international, sans faire de politique politicienne, mais c'est vrai que ça a changé l'image de la France. Quand on voyage, ce qui est mon cas à beaucoup, on constate un changement
absolument, vraiment extrêmement net et très positif. Donc c'est une bonne chose. Donc il faut capitaliser. Et c'est le moment. Donc c'est le moment de capitaliser là-dessus. C'est le moment d'aller plus loin. Je pense aussi qu'il aurait été mieux d'avoir un ministre en charge du commerce extérieur. Je pense que c'est une bonne chose en termes de message et puis en termes aussi de participation au débat politique, parce que les sujets de commerce extérieur aussi ils deviennent aujourd'hui des sujets politiques. Regardez le débat sur le CETA. Sur un accord quand même qui n'est même pas extraordinairement novateur avec le Canada, ça est devenu un sujet politique. Il faut qu'il y ait des personnalités politiques qui portent cela. Et puis, donc, au niveau concret, je crois qu'il faut aller plus loin dans la simplification, aider les entreprises aussi sur un plan concret. Je pense qu'un des points très importants, surtout pour les PME, c'est d'avoir une ressource humaine dédiée à l'export. Donc, les aider à embaucher quelqu'un. Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais on peut les aider. Les régions ont des moyens. On peut mettre en place des volontaires, des VIE, qui peuvent être financés par les régions. Je pense qu'un élément extrêmement important pour assurer surtout la continuité de l'export, c'est d'avoir quelqu'un qui s'en occupe au sein de l'entreprise. Oui, Nicolas Frogier. Parce que ça va dans le même sens, mais je prends dans le dispositif des outils qu'on a actuellement pour aider les entreprises. Et le but, c'est encore une fois les PME ou les TPE. L'outil le principal, plébiscité, qu'on est les seuls au monde à avoir, c'est l'assurance prospection, qui vous permet au fond d'avoir un remboursement de ce que dans votre opération de prospection, vous n'aurez pas réussi à rentabiliser. Donc ça limite le risque. Ça marche très bien, sauf que, c'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir aussi une approche budgétaire et un effort de l'État. Aujourd'hui, Bercy est en train de demander à BPI France Assurance Export, qui gère cet outil plébiscité par les PME, d'arrêter, au fond, les contrats. Puisque, comme on réduit par incitation la dépense budgétaire sur cette mesure, eh ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, BPI France ne va plus pouvoir signer de nouveaux contrats d'assurance prospection. Donc, ça a l'air de rien, mais il y a aussi une démarche à l'intérieur du fonctionnement de l'État, dans les choix politiques. C'est pour ça que je tape un peu du poing sur la table, qui sont faits par le gouvernement, un peu sous la pression, évidemment, de l'obligation de trouver des économies. Mais enfin, est-ce que c'est pas prioritaire d'emmener nos PME sur les marchés extérieurs? Et franchement, c'est une affaire de quelques 15, même pas 10 millions d'euros. Qu'est-ce que ça représente? Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience, et c'est ce que vous disiez à l'instant, de ce que c'est totalement prioritaire. Je le redis, ça doit être une priorité nationale, le commerce extérieur. Parce que derrière, il y a le développement de nos entreprises. Mais là-dessus, vous avez des oppositions, vous heurtez à des oppositions dans ce Je pense qu'il y a un grand consensus. Moi, j'observe que les deux rapporteurs, parce qu'il y a un rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, M. Tan, on a eu une grande convergence tous les deux. Et on a des expériences différentes, etc., mais au fond, on arrive au même constat. Il faudrait qu'il y ait plus de prise de conscience de l'importance de ce sujet dans le monde politico-administratif, je le dis quand même, parce que peu s'y intéressent. Est-ce que ça veut dire que, vous avez cité Laurent Fabius, j'ai noté, mais est-ce que ça veut dire que Jean-Yves Le Drian, depuis qu'il est aux Affaires étrangères, on sait bien qu'il est moins heureux que lorsqu'il était à la tête de la Défense, où là, il a beaucoup boosté et défendu l'industrie de la Défense avec son équipe de France. Est-ce que vous trouvez qu'il fait moins le job que le faisait Laurent Fabius? Non, je pense que c'est une question de ligne politique plus globale. Je suis convaincu, on en parlait tout à l'heure, que Jean-Yves Le Drian a beaucoup de qualité de ce point de vue-là. Mais il faut que le gouvernement, il connaît le sujet, à la fois comme ministre de la Défense pendant des années et président de la région Bretagne pendant des années. Mais il faut que la décision soit prise au plus haut niveau. C'est au président de la République et au Premier ministre, au fond, de faire ce tournant. Et j'espère qu'ils vont le faire. Hein. Il le fait dans le sens où il mouille sa chemise. Il va, il va à l'étranger, il y va beaucoup. Comme il sait que son image a changé l'image de la France, donc ça peut porter quelque chose. J'ai interviewé Jean-Yves Le Drian justement sur cette côté équipe de France. C'était à l'université d'été du MEDEF et il disait je veux faire un peu le même dispositif parce que il faut que tout le monde rentre dans le rang, parce que le problème des entreprises françaises, c'est que il y a 3 entreprises françaises qui sont concurrentes sur un même dossier, que ça soit dans l'énergie, que ça soit dans le transport ou autre. Donc est-ce que vous trouvez qu'effectivement c'est quand même une petite question? Oui, c'est une question. Je pense que Jean-Yves Le Drian, quand je l'ai rencontré, il a été vraiment apparemment très motivé, il s'intéresse beaucoup au sujet. Il a envie de faire des choses. Ça a marché pour lui. Donc on espère. Et donc on espère. Mais même, effectivement, il y a cet aspect-là, grand contrat, mais je pense qu'une expérience de président de région en Bretagne, où il a pris des mesures en la matière, est aussi importante. Donc moi j'attends beaucoup, on en saura plus bientôt, des réformes qui sont en cours de préparation justement sur ce dispositif pour le simplifier. Donc on va voir là, et c'est là aussi qu'il y aura probablement besoin du soutien des plus hautes autorités de l'État pour voir si ces réformes se mettent en place réellement. C'est pour quand, vous pensez? On dit la fin de l'année, mais je ne sais pas. Oui, enfin non. Ce que nous répondent les ministres pour l'instant, c'est il y a le projet de loi sur l'entreprise qui est préparé pour c'est ça, on en parlait hier avec François il y aura de un la chapitre, CPME. effectivement, sur l'international. Et moi, j'ai eu l'autre jour un peu le sentiment que la réponse que me faisait mon ami Jean-Baptiste Lemoyne, c'était, mais c'est sans doute un peu
le cadrage qu'il avait, qu'on lui avait donné, c'est bon, on va mettre le quinquennat à faire ça. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Je lui dis, et je dis au gouvernement, on ne peut pas attendre 5 ans. Il faut le faire tout de suite. Il y a des choses simples à mettre en œuvre. Christophe Lecourcier et le président Cani vont proposer un certain nombre de choses sur la base d'une concertation qu'ils ont conduite. Je pense qu'il y aura beaucoup de bonnes choses. J'ai pas tous les éléments encore. Mettons-le en œuvre rapidement. Ça fait 20 ans ou 25 ans. Peut-être que Pascal Cani pourra le faire, justement. J'espère. En l'occurrence, c'est plutôt quelqu'un qui n'a pas les deux mains dans la même poche. Non, puis le fait d'avoir à tête d'un organisme comme cela un chef d'entreprise, c'est quelque chose d'ailleurs qu'il est conseiller du commerce extérieur par ailleurs, est une très bonne chose, parce qu'en termes d'image et en termes d'impulsion, je pense que c'est positif. Est-ce que les grandes entreprises jouent le jeu aussi bien qu'en Allemagne? C'est-à-dire que ils veulent en escadrille, les Allemands. Oui. Nous, pas tellement. Moins certainement, bien qu'il y a aussi... Il Il y a des bons exemples. Il y a par exemple Total, il y a des entreprises comme ça qui jouent le jeu de manière très positive, mais c'est pas la culture des grandes entreprises françaises. Et je crois que ce qui manque au-delà de ça, c'est une question classique, c'est, disons, les grosses PME ou les ETI en nombre suffisant, parce que ce sont ces entreprises-là qui peuvent réellement avoir un effet de levier à l'export. Et là, on a à peu près 5000 ETI en France. Il est évident qu'il en faudrait probablement 2 ou 3 fois plus, parce qu'il faut des entreprises qui soient aussi capables d'aller à l'export, c'est-à-dire qu'il y a la surface financière pour assumer les risques et les frais du développement international. Sur le long terme, parce que l'export, surtout sur des marchés, je pense à un pays comme l'Inde, par exemple, que je connais un peu, il faut s'implanter sur le long terme. C'est dur, c'est compliqué. Ça veut dire effectivement investir, et ça veut dire qu'il faut donc que l'accompagnement public, qui dans ce domaine, je pense, pour les PME, est nécessaire, eh bien, il faut qu'il soit lisible, puissant et durable. Il ne faut pas qu'on fasse des coups. Et donc maintenant, l'équipe de France, il faut la faire. Et ben voilà, le message est peut-être passé en l'occurrence. Merci beaucoup, messieurs. Nicolas Forissier, député LR de l'Indre, rapporteur spécial donc sur le commerce extérieur, ce qu'il faut faire, les mesures à faire, et puis Alain Batté-Jacques, président du comité national des conseillers du commerce extérieur. Vous êtes sur le terrain. Rendez-vous donc d'ici quelques semaines. Enfin, en tous les cas, on l'espère. Merci beaucoup d'avoir été ici dans le Rush. C'est la fin de le Rush. Nous, on se retrouve ce soir avec quelqu'un, lui, c'est sûr qu'il est à Bercy, c'est Martin Vial. Il est commissaire de l'agence de participation de l'État. On parlera de je sais pas, l'État dans l'EDF, par exemple, ou dans d'autres entreprises comme Engie ou France Télécom, Orange. À ce soir.